Shadow banking, les banques de l'ombre, le système bancaire parallèle. Économiste Paul McCallie était le premier auteur à avoir mobilisé l'expression shadow banking pour décrire les institutions financières qui ne sont pas agréées comme les banques, mais qui leur ressemblent dans leur fonctionnement et qui posent les mêmes risques. Shadow banking a été au cœur de la crise financière des années 2007-2008. Pourtant, ces risques ont été ignorés avant la crise, ce qui est manifesté par le fait que ce concept est apparu seulement en 2007. Dans ce cours, on va essayer à définir le shadow banking et ensuite explorer quelques exemples. Titrisation et fonds communs de titrisation, fonds monétaires, opérations de repos. Mais cette liste des exemples n'est pas exhaustive. Donc, l'objectif de ce cours, c'est d'apprendre à analyser les institutions financières et de reconnaître celles qui ont des caractéristiques des banques traditionnelles et donc représentent le shadow banking. Financial Stability Board définit le shadow banking comme intermédiation du crédit impliquant des entités et des activités hors du système bancaire normal. La Commission européenne a adopté cette définition et précise qu'il s'agit des entités qui collectent des capitaux présentant des caractéristiques similaires à celles des dépôts, réalisent des opérations de transformation d'échéance ou de liquidité, permettent des transferts de risque de crédit, ont recours au levier d'endettement. Néanmoins, il y a une multitude de définitions du shadow banking. Ces définitions représentent le shadow banking soit en termes des activités, soit en termes des entités, soit les deux à la fois, des activités et des entités. Notamment, le Fonds monétaire international fournit une définition très large, selon laquelle toutes les activités financières non traditionnelles sont considérées comme shadow banking, s'ils ont besoin à recourir à l'État pour le financement ou l'assurance. Selon cette définition, toutes les activités non traditionnelles des banques traditionnelles sont le shadow banking. Pour rappeler, les activités traditionnelles des banques, c'est collecter les dépôts et accorder des prêts. Définir un périmètre du shadow banking est difficile aussi. Les institutions de shadow banking émergent avec un objectif de l'arbitrage réglementaire, c'est-à-dire pour contourner la régulation. Et donc les nouvelles entités et les nouvelles activités émergent chaque année. Voici quelques exemples des activités et des entités qui ont contribué à la crise financière de 2007-2008. Parmi les entités, on peut distinguer les fonds d'investissement modernes ou Money Market Funds en anglais, véhicules de titrisation ou Special Purpose Vehicles en anglais, fonds d'investissement non monétaires ou les hedge funds et les entreprises d'investissement. Parmi les activités, on peut distinguer la titrisation, les prêts des titres et les opérations de pension ou de repos. Cette graphique nous permet d'avoir un aperçu du processus moderne de l'intermédiation entre les épargnants et les emprunteurs. Les banques représentent une toute petite partie de ce processus. La titrisation représente une grande partie de ce processus et inclut les fonds communs de titrisation ou Special Purpose Vehicles. Les épargnants n'investissent plus directement dans les banques, mais dans les fonds monétaires, qui à leur tour investissent dans les fonds communs de la titrisation. On va revenir à ce schéma à la fin du cours
qu'on aura appris les mécanismes de fonctionnement de chaque acteur de shadow banking. Commençons par le processus de la titrisation. Traditionnellement, les banques accordaient des prêts qui ont été gardés sur leur bilan jusqu'à l'échéance. Aujourd'hui, les banques peuvent céder leurs prêts au fonds commun de la titrisation, qui s'appelle en anglais Special Purpose Vehicles. Le titre le plus répandu est Residential Mortgage Backed Security. Autrement dit, un titre adossé à des prêts immobiliers résidentiels. Deuxièmement, le fonds commun de titrisation investit dans ces titres et pour se financer, il émet de la dette de court terme. Les emprunteurs continuent à avoir une relation avec leur banque. Bien que leur prêt a été titrisé, il se trouve maintenant hors bilan dans le fonds commun de la titrisation. Voici un bilan des SPV. Sur l'actif, on a des titres adossés à des prêts. Les titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux et résidentiels sont appelés Commercial Mortgage-Backed Security et Residential Mortgage-Backed Security. Les titres issus de la titrisation adossés à d'autres prêts sont appelés Asset-Backed Securities. Cela inclut le crédit bail automobile, les créances relatives aux cartes de crédit, les paiements étudiants, les prêts aux petites entreprises, etc. Sur le passif, les fonds communs de titrisation sont financés par Asset-Backed Commercial Paper, ou billets de trésorerie adossés à des actifs. Ces titres de créances négociables sont considérés comme peu risqués, car le paiement des intérêts et du principal provient des flux de trésorerie d'un portefeuille d'actifs sous-jacents. Et en pratique, le risque de liquidité et le risque de crédit sont garantis par une banque qui sert de garant pour les fonds communs de titrisation. Remarquez que sur le passif, il n'y a pas du capital ou des fonds propres. Les SPV sont-ils le shadow banking? Oui, car les SPV possèdent au moins deux caractéristiques qui les ressemblent aux banques traditionnelles. Premièrement, ils collectent des capitaux qui présentent des caractéristiques similaires à celles des dépôts. Certes, Asset-Backed Commercial Paper n'est pas assuré par la garantie des dépôts. Pourtant, c'est un titre de dette négociable qui a été perçu comme un titre sans risque par les investisseurs. Pourtant, un SPV, c'est une institution sans des capitaux propres. Donc, on peut dire qu'il possède un levier financier infini. Bien qu'on peut penser qu'il n'y a pas de transformation de la maturité, parce qu'on a des titres qui sont échangeables sur le marché, sur l'actif et sur le passif des SPV, pourtant les actifs sont adossés aux prêts. Ils peuvent devenir aussi peu liquides comme on a vu pendant la crise, ce qui pourra provoquer une ruine bancaire pour le cas des SPV. Une des raisons d'exigence des SPV est l'arbitrage réglementaire. En effet, avant la crise, il y avait peu d'exigences en termes de fonds propres pour les prêts titrisés qui en étaient hors des bilans bancaires. Autrement dit, les prêts titrisés pouvaient être sortis du bilan et les banques pouvaient continuer à accorder des prêts, ce qui augmentait les revenus issus des commissions. Pourtant, les SPV bénéficiaient du soutien d'une grande institution bancaire pour couvrir le risque de liquidité et même le risque de crédit. Comme résultat, l'utilisation des SPV a permis aux banques d'échapper à la régulation bancaire en termes d'exigence des fonds propres, mais cela les a rendus aussi plus vulnérables pendant la crise, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de fonds propres pour absorber des pertes.
Ce problème de régulation a été résolu après la crise. Aujourd'hui, peu importe où se trouvent les prêts, hors ou sur les bilans, il faut avoir les mêmes fonds propres. Paradoxalement, avant la crise, il y avait une illusion que les banques ne gardaient plus les prêts sur leur bilan et qu'elles transféraient le risque vers d'autres investisseurs. On appelle cette situation « no skin in the game ». Et évidemment que cela baisse les incitations des banques à sélectionner des bons emprunteurs. Autrement dit, les banques isolées d'un risque se comportent différemment si elles étaient totalement eux-mêmes exposées au risque, ce qui est la définition des problèmes d'aléa moral. Un deuxième exemple du shadow banking sont les fonds monétaires. Les fonds monétaires sont apparus au début des années 1970 aux États-Unis pour contourner la réglementation qui interdisait aux banques de rémunérer les comptes courants. En Europe, la France a été le premier pays à créer des fonds monétaires pour la même raison. C'est-à-dire quand la réglementation sur la rémunération de dépôts bancaires est devenue plus restrictive. On appelle ces fonds monétaires car ils investissent dans les titres monétaires, c'est-à-dire les titres de créances négociables de court terme, comme les bons du trésor, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie. Les fonds monétaires sont considérés comme le plus sûr des placements en bourse. C'est de la monnaie dans le sens large du terme. Les fonds monétaires sont financés par l'émission des titres qu'on appelle des parts. On peut distinguer deux modèles de fonds monétaires selon le prix de la part ou leur valeur liquidative. Le prix de la part est calculé comme la différence entre la valeur d'actif et la dette divisée par le nombre des parts. C'est pour ça qu'en anglais, la valeur liquidative se traduit comme Net Asset Value. Le premier modèle est représenté par les fonds avec la valeur liquidative constante. Ces fonds promettent la conservation de la valeur aux investisseurs. Ils sont répandus aux États-Unis, Luxembourg et Irlande. Si la valeur liquidative baisse au-dessous de $1 pour chaque dollar investi, on dit que le fonds avait dû casser la valeur dollar, ou break the back en anglais. Autrement dit, le fonds n'a pas réussi de conserver une valeur constante pour ses investisseurs. Les placements dans ces fonds ressemblent aux dépôts. Ils peuvent provoquer une ruine bancaire, car les investisseurs ont un intérêt de retirer leur investissement avant d'autres investisseurs. Le deuxième modèle est représenté avec les fonds monétaires avec la valeur liquidative variable. En France, sous forme de SICAV par exemple. Pendant les périodes de stress, la valeur liquidative baisse immédiatement pour tous les investisseurs qui peuvent vendre leur part à cette valeur liquidative. Dans cette situation, l'ordre de retrait n'a pas d'impact sur la valeur liquidative et donc une probabilité d'une ruine bancaire est plus faible. Les bilans des fonds monétaires peuvent être illustrés de la manière suivante. Sur l'actif, on a des dépôts, des titres, des créances négociables, asset-backed commercial paper, repos. Et sur le passif, on a des parts. On peut avoir deux types de parts, avec la valeur liquidative variable et la valeur liquidative constante. Pour le cas des fonds avec la valeur liquidative constante, le bilan ressemble à celui des banques traditionnelles, parce qu'ils sont financés par des capitaux ayant des caractéristiques similaires à celles des dépôts et n'affichent pas des capitaux propres.
Cette similitude avec les banques traditionnelles a contribué à la fragilité des fonds monétaires pendant la crise financière des années 2007-2008. 9 août 2007, la banque française BNP Paribas a suspendu le calcul de la valeur liquidative de ces trois fonds composés des Asset-Backed Securities. Au lendemain de la faillite de Lehman Brothers, le Reserve Primary Fund, le fonds monétaire le plus ancien des États-Unis, a annoncé la mise à zéro de la valeur des titres Lehman Brothers. Et le fait qu'il avait dû casser la valeur des dollars de ces fonds car la valeur liquidative a été inférieure à $1. La raison énoncée, c'était la disparition de toute transaction sur certains segments du marché de la titrisation aux États-Unis conduit à une absence de prix de référence et à une illiquidité quasi totale des actifs figurant dans les portefeuilles de ces fonds, quelle que soit leur qualité ou leur rating. Pendant la crise, les investisseurs ont essayé de retirer leur argent des fonds monétaires, ce qui a ressemblé à une ruine bancaire. Cela a obligé des fonds monétaires à leur tour à retirer leurs placements dans le secteur bancaire européen. Pourtant, les experts n'ont pas prévu une possibilité d'une ruine bancaire pour les fonds monétaires. Comme disait Timothy Geithner, le président des Fed de New York et le secrétaire du Trésor dans son livre Stress Test, I do not remember considering money market funds much of a danger to the system before the crisis. Suite à la crise, les régulateurs ont décidé de renforcer la régulation des fonds monétaires. Deux solutions ont été possibles. La première solution proposée par la Commission européenne consistait d'obliger les fonds monétaires d'avoir un coussin des capitaux propres, comme les banques traditionnelles. La deuxième solution était de transformer tous les fonds monétaires en fonds monétaires avec la valeur liquidative flottante. Le Parlement européen a préféré une deuxième solution, mais avec deux exceptions. Plus précisément, la valeur liquidative constante est maintenant possible seulement pour les fonds qui investissent dans la dette souveraine. La valeur liquidative constante est aussi possible pour les fonds avec une volatilité très faible. Ces fonds peuvent rembourser les investisseurs avec la valeur constante, mais seulement s'ils ne fluctuent pas plus de 20 points de base de la valeur actuelle. Pour prévenir fire sales, ces fonds ont le droit d'imposer liquidity fees sur leur achat des parts. Tous les autres fonds doivent être convertis en fonds monétaires avec la valeur flottante. Les placements ne sont pas garantis par l'assurance de dépôt. Un troisième exemple de shadow banking sont les transactions de repo, qui sont les transactions de financement des institutions financières. Juridiquement, ce sont des accords de rachat, d'où leur nom en anglais Repurchase Agreements ou repo. En pratique, ce sont des contrats de dette. L'emprunteur vend un titre aujourd'hui pour le prix X en dessous du prix du marché Z et s'engage de racheter ce titre dans l'avenir pour le prix prédéfini Y. La transaction de repo est caractérisée par deux taux, le taux de décote et le taux de repo. Le taux de décote, c'est la différence entre le prix de marché actuel et le prix de vente. Le taux de repo, c'est le taux d'intérêt payé par l'emprunteur.
c'est-à-dire y moins x divisé par x. Ce qui est intéressant, que bien que la propriété du titre soit transférée au prêteur, ou juridiquement acheteur, le coupon du titre est payé à l'emprunteur. Imaginez que l'emprunteur, par exemple une banque, possède 100 € de titres et que la décote est 2%. Une transaction de repos permet d'élever 98 €, c'est-à-dire 100 moins 2%. Maintenant, cette banque peut réutiliser les fonds levés pour l'achat des nouveaux titres, lesquels il pourrait vendre dans une nouvelle transaction de repos pour lever 98 moins 2%, c'est-à-dire 96,04 €. Les nouveaux fonds peuvent servir à nouveau à l'achat des titres, qui à nouveau peuvent servir pour l'opération de repos. Et ainsi ensuite, jusqu'à la somme des titres égale 5 000 €. En fait, la décote détermine le levier maximum de l'emprunteur. Par exemple, si décote est 2%, le levier financier égale 50. Le levier financier pourrait aider d'augmenter le profit au court terme. Pour comprendre le mécanisme du fonctionnement du levier, comparons deux portefeuilles. Le premier portefeuille sans levier financier. Si on a un montant de 100 €, on peut l'investir pour l'achat des obligations qui nous fournissent un rendement de 5%, et cela va nous donner un rendement sur le portefeuille de 50%. Comparons ça avec un portefeuille avec le levier financier. On a toujours 100 €, mais maintenant, grâce aux transactions de repos, on peut trouver d'autres financements. Si par exemple la décote est 2%, comme dans notre exemple précédent, on peut lever 4 900 € pour investir dans 5 000 € des titres. Imaginons qu'on investit dans les mêmes titres qui nous fournissent 5% de rendement. Supposons que le taux de repos, autrement dit notre coût de financement, est 2,5 €, ce qui nous permet d'avoir un spread de 2,5%. Maintenant, calculons le rendement sur le portefeuille avec le levier financier. On prend les 5 000 € qu'on a investi dans les titres avec le rendement de 5%, moins le montant qu'on a levé multiplié par le taux d'intérêt qu'on doit payer pour ce montant. Et on divise ça par le montant de 100 € de notre investissement initial. Cela nous donne un rendement sur le portefeuille de 127%, ce qui est beaucoup plus que le rendement sur le portefeuille sans le levier financier. Mais au long terme, le levier financier peut augmenter les risques. En effet, la décote fluctue avec les conditions du marché, ce qu'on appelle la procyclicité. Si les conditions du marché se détériorent, la décote augmente. Et donc, une banque ayant un levier maximal doit baisser le levier, c'est-à-dire soit trouver le capital, soit vendre les actifs. Ces ventes forcées ou fire sales vont encore baisser les prix, ce qui va augmenter une décote encore une fois, renforçant l'effet de procyclicité.
Avant la crise financière, les transactions de repos ont été considérées comme sûres parce qu'elles ont été souvent garanties par les titres de bonne qualité. Mais pendant la crise, même les transactions de repos garanties par les bons des trésors d'État américains étaient gagnées par la panique. Cette graphique nous résume l'augmentation de la décote pendant la crise financière. Par exemple, la décote sur les mortgage-backed securities, qui étaient notées des AAA, ont augmenté de 2% à 20%. En guise de conclusion, regardons encore une fois le processus moderne de l'intermédiation financière. Les banques traditionnelles représentent une toute petite partie de ce processus. La titrisation permet de transformer des prêts en titres. Une partie de ces titres est gardée sur les bilans des banques, sous la forme des asset-backed securities, alors que d'autres sont gardés hors bilan dans les fonds communs de titrisation, ou Special Purpose Vehicles. Aujourd'hui, les épargnants n'investissent pas seulement dans les banques, mais aussi dans les fonds monétaires. À leur tour, des fonds monétaires fournissent le financement aux banques sous la forme de transactions de repos. Les banques traditionnelles utilisent les asset-backed securities dans leurs transactions de repos. Les fonds monétaires fournissent aussi le financement aux fonds communs de titrisation en achetant asset-backed commercial paper. Ce système complexe de l'intermédiation financière transfère des risques entre les agents. Pourtant, cela ne fait pas disparaître ces risques.